C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous. Voici les titres. La Guinée en deuil. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a perdu sa grande sœur Adja Sira Condé des suites de maladie à Paris. Les échos dans cette édition. Et puis lancement à Conakry du projet Backbone dorsale de Guinée à fibre optique. Objectif, permettre une communication fiable et accessible à tous. Culture, enfin, les ballets africains, nouveau lauréat du trophée du comité international olympique. Vous aurez les détails dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en deuil suite au décès de sa sœur Adja Sira Condé. Très tôt ce matin, personnalités politiques, administratives, parents et amis se sont rendus dans la famille mortuaire pour présenter les condoléances au chef de l'État et à sa famille. Reportage François Lama. C'est sur fond de consternation que le président de l'Assemblée nationale a conduit cette forte délégation des parlementaires guinéens au cœur de Mandina, grand centre commercial de Conakry. C'était pour aller compatir à la douleur du président de la République, chef de l'État, et de la grande famille Condé suite au décès à Paris de Adja Sira Condé, sœur aînée du professeur Alpha Condé, des suites de maladie. Nous perdons une grande sœur. Mais c'est plus que ça, c'est une maman que nous perdons. J'ai conduit une délégation à la maison mortuaire avec les députés, toutes tendances politiques confondues. Lorsque j'irai la deuxième fois, la troisième fois, je n'irai plus en tant que président de l'Assemblée, mais en tant que membre de la famille, où on a tout appris. Nous avons passé notre temps pendant que nous menions le combat politique et avec elle à côté de nous pour toujours nous conseiller. Ce qu'elle a apporté à la nation guinéenne est immense, qu'on ne peut même pas évaluer, ni financièrement, ni matériellement. Ceux qui l'ont pas pratiqué, qui ne l'ont pas approché, ne peuvent pas le comprendre. Et je prie Dieu qu'il la reçoive le plus rapidement possible dans son paradis, que sa terre natale de Guinée qu'elle a servi pendant si longtemps lui soit légère. Ils étaient également nombreux, membres du gouvernement, partis politiques, membres de la société civile, la hiérarchie militaire et acteurs syndicaux à être mobilisés à la maison mortuaire pour se souvenir de l'illustre disparu. Nous sommes venus au nom du gouvernement pour présenter nos condoléances à la famille Condé, au chef de l'État qui est très éploré, et ainsi qu'à l'ensemble, n'est-ce pas, du peuple de Guinée, des militants du RPG. Adja Sira, tout le monde la connaît. C'était une très bonne femme, une brave femme qui affectionnait servir tout le monde. Alors, à la veille même de son départ, beaucoup étaient là pour la saluer, pour prier pour elle. Mais voilà, la vie, elle est ainsi faite. Donc, nous prions que Dieu reçoive son âme dans le paradis, et que la famille qui reste, n'est-ce pas, que Dieu protège sa famille, la famille du président, le président lui-même, et que Dieu puisse les renforcer pour que le chef de l'État et toute sa famille puissent traverser ces dures épreuves. Encore une fois, nos condoléances, que Dieu reçoive son âme en paix. Puis, sur communiqué du gouvernement, le gouvernement guinéen a appris avec consternation le décès de Adja Sira Condé, sœur aînée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. Décès survenu ce jour 22 décembre 2014 à Paris, des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement adresse ses sincères condoléances au professeur Alpha Condé et à la famille éplorée. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Le porte-parole du gouvernement, M. Damantan Albert Camara, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Autre communiqué par rapport aux obsèques de Adja Sira Condé. Les familles Camara Condé, parents, amis et alliés, très touchés par les marques de compensation qu'elles ne cessent de recevoir depuis l'annonce ce jour, lundi 22 décembre 2014, du décès de Madame Adja Sira Condé, sœur aînée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous informe que la dépouille mortelle de l'illustre disparu regagnera Conakry le mercredi 24 décembre par le vol Air France à 16h40. La prière mortuaire aura lieu le vendredi 26 décembre à la mosquée Kébéa à Koléa à 13h, suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun. Prions pour le repos de l'âme de notre regretté Adja Sira Condé. Amen.
Autre communiqué, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel a la profonde douleur d'informer l'ensemble des militantes et militants, responsables et sympathisants du parti, ainsi que toute la population guinéenne du décès de notre sœur, mère, grand-mère, Madame Camarane Ayassira Kondé, grande sœur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, décès survenu le 22 décembre 2014 à Paris, France, des suites de maladie. À cette douloureuse circonstance, le parti et ses alliés présentent leurs condoléances les plus profondes à la famille éplorée. La cérémonie funèbre fera l'objet d'un autre communiqué, que l'âme de la défunte repose en paix. Le secrétaire général Saloum Cissé. Autre chose dans ce journal, le lancement à Conakry du projet Backbone dorsale de Guinée à fibre optique. Objectif, permettre une communication fiable et accessible à tous. C'est un projet de 238 millions de dollars américains. Reportage Adi Kamara. Après l'inauguration de la station d'atterrissement du câble AC à fibre optique, le 2 juin 2014 par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, aujourd'hui, le 22 décembre 2014, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a procédé au lancement des travaux de construction du backbone national, autrement appelé dorsale de Guinée à fibre optique. C'est un vaste projet qui s'inscrit dans le cadre de la construction, de l'extension et de la modernisation des infrastructures de télécommunications. Le volume d'investissement total de ce projet s'évalue à 238 millions de dollars américains, dont 90% est financé par le gouvernement chinois sous forme de prêts préférentiels. Construit par la société chinoise Huawei Technologies, ce projet est d'une durée de 2 ans, qui est le plus grand projet en matière de télécommunications jamais réalisé dans l'histoire de la coopération entre la Chine et la Guinée. La construction du réseau à fibre optique va à coup sûr permettre de désenclaver la Guinée en obtenant des informations à temps et à moindre coût. Le déploiement de cette infrastructure numérique à très haut débit pourra offrir des applications telles la visioconférence haute définition, la télévision numérique pour tous les foyers. Il pourrait aussi accélérer le développement de services innovants dans le domaine notamment du renforcement des capacités de modernisation de l'administration, des soins de santé et d'éducation avec la densification des réseaux d'e-éducation, e-santé et d'autres structures universitaires hospitalières en Guinée. Après avoir exalté la qualité des relations entre la Guinée et la Chine, le Premier ministre Fofana a mis en exergue l'enjeu que représente le développement des technologies de l'information et de la communication dans un pays. Pour notre pays, en effet, l'intégration dans la société de l'information constitue un moyen privilégié à la fois pour le développement humain, la cohésion sociale et la croissance économique. Grâce aux possibilités qu'elles offrent et les ressources qu'elles peuvent contribuer à créer, les technologies de l'information et de la communication constituent désormais un levier indispensable du développement économique et social des États et des nations. Pour y parvenir pleinement, la Guinée se doit de disposer d'infrastructures critiques, parmi lesquelles les infrastructures assurant la connectivité avec le reste du monde, mais également sur l'ensemble de notre territoire. Les nouvelles autoroutes de l'information sont les fibres optiques qui assurent une mise en relation à grande vitesse avec nos proches et avec le monde de façon instantanée. Volet économie, le gouvernement voudrait faire appliquer les règles et procédures comptables liées au matériel logistique relevant de l'État en 2015. Un manuel de procédure a été réalisé par les cadres de la Direction nationale de la comptabilité en matière de son application, comme nous dit Boubacar Ba dans ce reportage. De nos jours, la préoccupation majeure du gouvernement est d'assurer une autonomie de gestion. Or, le budget de l'État connaît depuis quelques années de perpétuels déséquilibres dus au fait que les ressources collectées n'arrivent pas à couvrir les dépenses. Une situation caractérisée par un manque de système cohérent de gestion et de suivi du patrimoine mobilier de l'État.
Pour corriger ces distorsions, le chef de l'État a créé une direction chargée de la comptabilité matérielle et du matériel. Elle est chargée de collecter et de suivre les acquisitions par achat, dons de biens, meubles, équipements, matériel et véhicules de l'État afin d'obtenir une base de données statistiques fiable et une meilleure visibilité sur les dépenses de l'État. Dès son entrée en patrimoine, il est estampillé. Donc, ça veut dire qu'on va le marquer du sceau de l'État et il sera enregistré dans un logiciel et on va le suivre de son entrée dans le patrimoine jusqu'à sa sortie, donc jusqu'à ce que le bien soit physiquement amorti. Pour la vulgarisation de cette matière, le chef de cabinet accorde du prix à cette rencontre. Les logiciels que vous aurez à apprendre, nous voudrions vraiment compter sur vous pour que cela soit un véritable outil. Pour lier la théorie à la pratique, une séance de démonstration a eu lieu dans un complexe de la ville outillé dans ce sens. Je vous prie de bien vouloir accorder tout l'intérêt particulier à ce logiciel parce que votre service représente un service important dans notre maillon de réforme que nous avons entreprise au niveau du ministère. Ça va leur permettre non seulement d'avoir une bonne visibilité sur les biens de l'État, mais également de pouvoir l'exploiter comme outil budgétaire, puisqu'il est important de savoir à un moment donné qu'est-ce qu'on a lorsqu'on va acquérir quelque chose. Au regard de l'importance qui s'attache à ce sujet, le chef du département du ministère délégué au budget devrait rencontrer mercredi prochain tous les cadres concernés par cette matière. Santé avec Ebola, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire rencontre les populations de Bofa pour renforcer les mesures d'hygiène. En tant que parrain de la préfecture, Ibrahima Bangoura a fait le tour des sous-préfectures. Il a mis l'accent sur le renforcement des dispositifs sanitaires, une approche qui consiste à impliquer toute la population dans la lutte contre Ebola. Saint-Martin, fascinant de nous suivre. Même si la préfecture de Bofa n'enregistre actuellement aucun cas d'Ebola, les marchés, les gares routières et les débarcadères restent des zones à haut risque de propagation du virus à cause des activités des populations. C'est pourquoi le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, parrain de la préfecture, se rend à nouveau à Kolia pour exhorter les populations à observer les mesures d'hygiène. Cet appel semble compris par les populations. Nous aussi, nous avons pris beaucoup de dispositions. Avant de rentrer au marché, il faut se laver les mains. Après les achats aussi. L'accès au village, il y a les barrages pour se laver les mains. Ici, comme à Lisso, les responsables et les partenaires de la Guinée dans la lutte contre Ebola sont présents. Ils renforcent la communication autour du virus. Les messages des artistes chantés en langue du terroir sur l'épidémie sont même distribués, relayés lors des cérémonies populaires. Nous demandons à la population de rester saine sur les mesures d'hygiène, surtout sur l'hygiène de la propriété des mains. Les efforts des autorités ont abouti à la mise en place des comités de veille dans ces localités. Aujourd'hui, l'implication de ces acteurs et des leaders religieux fait croire au ministre parrain que le pari de vaincre Ebola sera bientôt gagné. Nous allons continuer à passer le message pour que les gens se comprennent et qu'ils continuent à croire que ce n'est pas en gardant les malades, en les cachant que nous allons, n'est-ce pas, enrayer ce danger. Il faut qu'ils acceptent le message et qu'ils acceptent de comprendre que ce message, s'ils ne le comprennent pas, c'est un danger permanent que nous sommes en train de vivre. Avec la volonté du gouvernement de faire de Bofa une ville industrielle, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire exhorte toutes les populations à redoubler de vigilance pour rompre la chaîne de propagation du virus dans la préfecture. Autre déplacement, Martin, le ministre des Transports était récemment au Fouta, plus précisément dans la préfecture de Mali. Alioune Diallo est allé s'enquérir des réalités sur le terrain en ce qui concerne la lutte contre Ebola. Il a conféré avec tous les acteurs impliqués dans ce combat. Le constat qui se dégage est que le parrain de Mali rentre satisfait de la gestion de la fièvre Ebola dans cette localité. Abdul Karim Kamara et Isiaga Kamara.
À Mali, tout le monde embouche la même trompette afin de lutter contre Ebola. Dans la langue du terroir, le ministre des Transports sensibilise davantage autorités et populations autour des risques liés à cette épidémie. Mais au-delà, il cherche à savoir la manière dont la maladie est gérée dans cette préfecture. Au début de la crise, 120 agents communautaires et 95 autres de la Croix-Rouge ont été formés et déployés dans la commune urbaine et les sous-préfectures. Aussi, des cordons sanitaires ont été installés dans les zones frontalières de Lébékéré, côté Sénégal, et de Balaki, vers la République du Mali. Nous n'avons pas enregistré de réticence de la population. Partout où on va pour la sensibilisation, les populations adhèrent et vraiment on mène l'activité et puis on revient sans aucune difficulté. On a mis en place un système d'alerte et d'information. Tous ceux qui rentrent, que ce soit de la forêt, de la Sierra Leone ou du Libéria, nous sommes signalés à l'heure. Après le centre-ville, le ministre Aliou et sa suite se rendent successivement dans le district de Gadadokara, les sous-préfectures de Guntouni et Yembéré. Partout, c'est le même message et les populations sont plus que jamais déterminées à en finir avec la fièvre Ebola. Ici, nous prenons des mesures nécessaires et importantes. Celui qui franchit, il a un montant à payer. Nous, on ne s'amuse pas avec ça. Le dit du président, c'est ce qui fonctionne ici. Tout au long des deux frontières, plus de 5000 passagers ont fait l'objet d'un contrôle, parmi lesquels 228 sont testés positifs et pris en charge pour le paludisme. Mais aucun cas d'Ebola n'a été notifié. L'information, c'est aussi la cérémonie de remise de distinction honorifique au ministère de la Santé. C'est le ministre Rémi Lama qui reçoit le grand officier de l'Ordre national du mérite de la République française. Une distinction faite lors de la visite du président François Hollande en Guinée. Compte rendu Adiatou Bari et Zakaria Okamara. Les efforts de lutte engagés sur le terrain par les autorités sanitaires ont permis de traiter 800 malades testés positifs d'Ebola. Un résultat salué par la France à travers cette distinction de ministre de la Santé. Le ministre de la Santé est même que le coordinateur national, Sakoba Keïta, le docteur Sakoba Keïta. Donc ces personnalités ont été distinguées. Donc c'est au titre de leur engagement dans la lutte contre l'épidémie et le ministre de la Santé a été donc fait grand croix, grand officier de l'Ordre national du mérite français. Parmi les personnes contaminées par le virus Ebola, figurent 114 médecins, dont 74 ont succombé dans l'exercice de leur travail. Malgré tout, le personnel sanitaire ne recule pas dans le combat. Cette distinction est une invite à tous les acteurs de la riposte à plus de persévérance et de courage afin que nous réussissions le pari de vaincre dans un bref délai cette épidémie. Cela prouve à suffisance l'excellence de relations de coopération entre la République française et la République guinéenne. Et surtout, quand le mérite est récompensé, c'est tout un symbole. Ce qui est un facteur motivant pour d'autres pour redoubler d'efforts. La France œuvre auprès de la Guinée depuis la déclaration de l'épidémie dans le pays. En plus de l'ouverture de plusieurs centres de traitement d'Ebola, la France multiplie ses aides, illustre la mise en place d'un centre de traitement des soignants guinéens. Et puis, tenu à Conakry d'un forum sur le processus électoral des membres du bureau de l'instance de coordination nationale pour la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Il s'agit d'expliquer l'ensemble du processus de transparence et d'équité qui doit caractériser ces élections. Auparavant, une conférence de presse a été animée par le comité ad hoc. Les précisions dans ce reportage de Yaya Silla. C'est une conférence de presse animée par le comité ad hoc et l'instance de coordination nationale pour la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose en Guinée. Ceci est un prélude au forum sur le renouvellement des membres des différents secteurs constitutifs de l'instance de coordination nationale. Toutes ces personnes, du premier Guinéen au dernier, vont être inclus dans ce processus. Comment ils vont être informés, qu'ils aient l'information? Parce que le Fonds mondial, ce n'est pas le gouvernement qui l'intéresse, c'est les populations, surtout les populations clés qui les intéressent. Il faut que les bénéficiaires sachent comment ça se passe.
où cet argent va, ce sont des financements colossaux. Nous sommes disposés à vous livrer toutes les informations que vous jugerez utile de demander pour que l'objectif visé puisse être atteint. Devant la presse, les membres du comité ad hoc ont expliqué le processus de renouvellement des membres, à savoir le contexte et justifications, les principes et modalités du processus, la mission du comité électoral, les dispositions organisationnelles, les secteurs et sous-secteurs concernés et les critères et dossiers de candidature. La presse s'est intéressée aux partenaires financiers et la définition des sigles ICCM, ICN. L'objet du forum, c'est de partager l'information aux acteurs qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui doivent désigner là. Et il faut que tous ceux qui sont dans ce critère-là soient informés et qu'ils se retrouvent par sous-secteur pour mettre en place leur mécanisme interne de désignation qui sera encore supervisé par la commission électorale. Dans nos textes et règlements intérieurs, il est recommandé qu'après 2 mandats, il faut renouveler. Et dans ce cadre-là, on a jugé utile de faire ce renouvellement avec toute la transparence et toute la participation. Le partenariat entre le Fonds mondial et la Guinée remonte à 2003. Depuis cette date, plusieurs projets ont été financés et exécutés dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Merci Ayaya. Les femmes passent en revue les recommandations de la 59e session des Nations Unies sur le genre et la 9e conférence africaine sur la plateforme d'action du Beijing tenue à Addis Abeba. Une rencontre de restitution qui regroupe plusieurs représentants du gouvernement et les acteurs de la société civile. Seul défi, amener les politiques à cerner davantage la problématique liée à la protection des femmes et de leurs droits. Mohamed Kamarassi sur reportage. Cette rencontre de 2 jours a permis aux points focaux JAR des différents ministères, aux représentants des associations féminines et cadres du département de l'action sociale de s'approprier des différentes recommandations issues de la 59e session des Nations Unies sur la Convention relative à l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, aussi les recommandations de la 9e conférence africaine sur la plateforme d'action de Beijing +20. Nous avons été interpellés sur certains points. On dit qu'il faudrait la ratification du protocole facultatif de cette convention qui peut permettre, par exemple, aux femmes, dans le cadre des violences, à porter plainte au niveau du comité. Il ressort clairement de ce conclave de 2 jours que l'application des conventions ratifiées par la Guinée en matière de respect des droits des femmes pose encore problème. Le chemin pour le respect des droits fondamentaux des femmes dans notre pays reste encore un chemin difficile. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai été heureuse de voir de constater ou d'apprendre que, par exemple, en matière d'éducation, la Guinée comptait parmi les 7 pays qui, en tout cas, était sur la bonne voie. La Guinée est l'un des pays qui a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau régional et sous-régional, de promotion et de protection des droits des couches vulnérables, dont les femmes. Mais nous avons les problèmes par rapport à l'application. Pour inverser donc cette tendance, les Guinéennes souhaitent l'application des textes juridiques sur d'éventuels coupables des violences basées sous le genre. Les cadres du ministère des Transports bénéficient d'une formation financée par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Il s'agit de les outiller en technique de gestion, d'exploitation et suivi des activités portuaires. L'objectif est de préparer à mieux relever les défis qui touchent le secteur minier, comme l'indique Abdoulaye Diallo, Fodé Camara, dans ce reportage. Les activités maritimes et portuaires jouent un rôle important dans l'économie des pays côtiers. En Guinée, elles représentent 80% des recettes publiques selon les statistiques. Pour améliorer cet acquis, des cadres de la marine marchande renforcent leurs connaissances en matière de gestion, d'exploitation et de suivi des activités dans nos ports. Le personnel de toutes ces directions est vieillissant. Donc il faut penser à la relève.
C'est pour cette raison que j'ai associé même les cadres du port de Kamsar. La tendance est de rendre plus modernes les services impliqués dans la gestion des ports autonomes. 10 jours durant, toutes les insuffisances du secteur ont été cernées. Parmi les ministères que nous appuyons, le ministère des Transports est en bonne place. Il est en bonne place à cause des infrastructures connexes à l'activité minière, donc les ports et les chemins de fer. Au-delà de ce qui se fait actuellement avec le groupe Bolloré dans la zone ouest, nous envisageons de lancer un programme de développement de la zone est du port, avec toujours dans le cadre du développement du secteur minier. Donc nous aurons un besoin de cadres aguerris pour pouvoir faire face aux techniques modernes de gestion des ports. En termes de recommandations, les organisateurs invitent les participants à démultiplier les enseignements, puisque l'objectif est de rendre plus attrayants et attractifs les ports guinéens. On parle justice à présent. Les statisticiens s'engagent à travailler conformément à la loi. C'est une première. Ils ont prêté serment devant les juridictions compétentes de notre pays. Un acte qui permet désormais d'avoir des informations dont ils ont besoin. L'acte les oblige de respecter aussi les principes fondamentaux qui régissent la loi statistique. Reportage Sekou Fernand Kourma et Isiaga Kamara. En se dotant d'une loi statistique, notre pays veut définir le cadre juridique d'organisation du système statistique national ainsi que les principes fondamentaux qui régissent les activités de production et de diffusion des informations statistiques. C'est dans ce contexte que les statisticiens de l'INS prêtent serment. C'est une première dans notre pays. Il est évident que c'est pourquoi on a tenu à être là tous les trois, trois ministres de ce gouvernement, pour montrer l'importance que porte le gouvernement de ce pays à cette particularité. De nombreuses réformes sont en cours dans le système statistique national. Elles découlent du diagnostic établi au cours de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la statistique. Toute chose qui a permis d'améliorer la production statistique. Le contrôleur statisticien est engagé à respecter les grands principes qu'on a énoncés et surtout le secret. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons de données parce que les gens se méfient. Quand ils donnent des informations, il faut qu'ils s'assurent du secret qui entoure ces chiffres. Et ils ont l'obligation de conserver le caractère confidentiel des unités qui constituent cette agrégation. Nous considérons que cette prestation de serment qui est prévue dans le cadre de la nouvelle loi statistique qui a été élaborée avec l'appui de l'Union européenne dans le cadre du projet PARX. Nous considérons que c'est un événement très important parce que ça marque vraiment un engagement de la Guinée pour le renforcement de la gouvernance statistique. La prestation de serment des statisticiens les oblige à obéir aux principes fondamentaux de la loi statistique. La loi prévoit que si nous collectons les données au niveau des sources d'information, que nous respectons trois principes fondamentaux. C'est le principe scientifique. Nous devons être scientifiques. Deuxième principe, nous devons être transparents dans la collecte de données. Troisième principe, c'est le secret et c'est le fondamental. La plupart du temps, les gens, ils collectent les données, ils utilisent ça contre les sources qui ont donné ces informations-là. Donc, ils ne respectent pas le secret professionnel. Le développement du pays dépend en grande partie des données statistiques fiables. Elles permettent au gouvernement de mieux planifier sa politique de développement. La société civile guinéenne s'active pour l'organisation de ces états généraux. La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement initiateur du projet rencontre cette fois-ci les associations de jeunesse et les différentes structures frontalières. La démarche consiste à mettre en place une méthodologie participative pouvant conduire à la mise en place d'un comité de pilotage. On en parle avec Mamadi Gassam. La société civile guinéenne en marche vers l'organisation de ces états généraux. Pour y parvenir, la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement sollicite la participation de toutes les familles d'acteurs, d'où cet atelier de partage avec les associations des jeunesses qui constituent le 6e DIJAR. Ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est de se battre ici ensemble pour que ces idées soient réalisées. En quelque sorte, c'est un projet. Si on arrive à le réaliser, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour la nation.
Cette autre rencontre concerne les structures fêtières. Elle regroupe en son sein les leaders des organisations de la société civile. De l'avis de certains responsables, cet atelier de partage vient résoudre le problème de clivage en leur sein. La flexibilité dans laquelle nous sommes inscrits pour ces états généraux, je pense que si on arrive à pouvoir se concerter au niveau préfectoral, régional et organiser des assises au niveau de Conakry, je pense que ça peut redynamiser et nous amener vraiment à pouvoir être une famille et une indivisible au niveau de la société civile guinéenne. C'est tout à fait normal qu'il y ait un forum national. C'est pourquoi le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée-Conakry DDG s'implique et soutient et prend toutes les dispositions nécessaires pour la réussite des états généraux de la société civile. La démarche consiste à mettre en place une méthodologie participative pouvant conduire à la mise en place d'un comité de pilotage. Ce comité sera chargé de coordonner le projet de ces assises nationales. Le projet de méthodologie a l'effet de recevoir des contributions, des amendements, des propositions, afin que la méthodologie soit la plus partagée possible et puis que ce soit quelque chose qui soit le travail de tout le monde. Ces assises se tiennent à un moment où la société civile bat de l'aile. À travers ces rencontres, l'espoir est donc permis pour la mise en place d'une société civile juste et crédible. Un nouveau bureau régional de la coordination de la Basse-Guinée est mis en place. Elhadj Alkal Mohamed Kita est le coordinateur de ce bureau. La rencontre a mobilisé les fils de la région, des 8 préfectures et les 5 communes de la capitale. Objectif, réunir toutes les structures et fils de la région. Les détails avec Nabi Zakaria au Bangoura. La région de la Basse-Guinée a désormais un bureau exécutif de la coordination régionale. Ce bureau a été mis en place à l'unanimité par les fils de la région venus des 8 préfectures du pays et les 5 communes de la capitale. Sa vocation est apolitique mais sociale et humanitaire. Son objectif vise à fédérer toutes les structures qui se réclament de la Basse-Côte autour d'un idéal afin d'instaurer l'unité et l'entente entre les fils de la région pour son développement. C'est une démarche longtemps menée par le médiateur de la République. Notre volonté affichée, c'est d'unifier la Basse-Guinée à l'instar de toutes les autres régions. Que la Basse-Guinée aussi soit une, qu'elle entreprenne ensemble dans la même et regarde dans la même direction. C'est l'objectif. Il y a combien d'années que nous poursuivons ça? C'est ce qui nous a inspiré, c'est ce qui nous a amené à installer cette coordination. Ce bureau est composé de 17 membres pour un mandat de 3 ans avec à sa tête Elhadj Alkali Mohamed Keita. Il est désormais le coordinateur de cette structure. Selon la commission d'organisation, cet ancien travailleur de la RTG et promoteur de la culture guinéenne est choisi à cause de son expérience et son sens élevé de responsabilité pour diriger, orienter et coordonner toutes les activités du dit bureau. Le nouveau coordinateur se dit prêt à accomplir sa mission. J'ai beaucoup d'objectifs, mais l'objectif majeur, c'est la réunification de la Basse-Guinée. C'est à cela que je vais m'atteler. Je prendrai mon bâton de pèlerin, je frapperai à toutes les portes. Je rencontrerai toutes les organisations, comment on appelle, les sous-groupes, les groupuscules chez chacun. Chez Serouna, vous avez entendu parler les autres dire qu'il y a Basse-Côte, il y a Basse-Guinée, ça ce sont les deux. Basse-Guinée c'est ici, Basse-Côte c'est là-bas. Mais maintenant, eux, ils ont commencé à dire que c'est la Basse-Guinée. Donc, c'est fini. Maintenant, c'est la même appellation, la Basse-Guinée. La mise en place de ce bureau a été une fierté pour la jeunesse de la région. Aujourd'hui, nous sommes vraiment réconfortés. Nous avons vu que nos aînés qui sont là, et ils nous écoutent et ils veulent que la Basse-Guinée soit unie. Au terme de la cérémonie, les prières et bénédictions ont été dites pour la réussite de la mission du bureau exécutif de la coordination régionale de la Basse-Guinée. Regarder dans la même direction pour faire développer le pays, une belle initiative. Je le disais en titre, les ballets africains sont les nouveaux lauréats du trophée du Comité international olympique. Cette cérémonie a été une occasion pour les hommes de culture de magnifier leur engagement pour la promotion de la culture en Guinée. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Kerno Marouf Ba et Falilou Diallo, reportage.
Ce trophée qui symbolise les 3 valeurs olympiques est depuis 1985 un sacre que le Comité international olympique décerne aux talents de chaque pays membre. En Guinée, c'est autour des ballets africains créés en 1948 à Paris par le trio Keita Fodeba, le Camerounais Albert Mouangé et Fasseli Kanté de recevoir cette grande distinction. Premier déjà au compte de la culture. Pour le Comité national olympique et sportif guinéen, le choix de cette troupe artistique n'est pas fortuit. Les ballets africains est la plus vieille association jusqu'aujourd'hui. Ça fait au moins sauf les ambassadeurs. Donc le choix ne pouvait pas être autrement que tout ce qu'on a dit là-bas. Ils ont gagné combien de médailles, combien de titres à travers le monde. Nous sommes fiers et c'est pourquoi on les a choisis pour les récompenser nous aussi. Je suis heureux et honoré pour cette consécration. Et c'est venu juste où je suis encore à la tête de ces célèbres ballets africains. C'est un honneur pour moi. C'est une grande joie pour moi. Je remercie le Comité olympique national et international. Je remercie mes ballets aussi, les artistes qui ont fait du bon. Le premier ministre chef du gouvernement, président de la cérémonie, s'est réjoui de cette reconnaissance faite aux ballets africains. Les nouveaux lauréats s'apprêtent à recevoir les félicitations du chef de l'État. C'est une fierté pour la Guinée. Chaque fois que nos ballets africains sont honorés, c'est tous les Guinéens qui se sentent honorés par cela. Les Guinéens qui ont vécu avant aujourd'hui, les Guinéens qui vivent actuellement et qui viendront. C'est ce que je disais tout à l'heure, les ballets africains ont porté très haut la culture guinéenne. Et cette culture, il faut que nous continuions tous à la défendre. C'est pourquoi le gouvernement, pour ce qui le concerne, fera tout pour que la culture guinéenne redore son blason, comme par le passé, et pour que les Guinéens soient fiers de leur culture. Voilà le message que j'ai à dire ici, en remerciant au nom du chef de l'État, le Comité international olympique, pour ce trophée qui magnifie, n'est-ce pas, l'œuvre culturelle des ballets africains pendant 60 ans, qui magnifie le travail et la vision des pères fondateurs des ballets africains et qui magnifie tout court la culture guinéenne. S'inspirant des valeurs et traditions africaines, le groupe a tenu le public en haleine pendant 25 minutes. Et puis une autre page noire dans cette édition, la radio-télévision nationale est en deuil. Moustapha Kamara, technicien au bureau de presse à la primature, est décédé jeudi dernier à Conakry des suites de maladie. Il a été inhumé vendredi dernier au cimetière de Cameroun. Omar Kamara et Lamine Bangoura, reportage. Âgé de 47 ans, Moustapha Kamara arrivé le pli. Il a tiré sa révérence le jeudi 18 décembre par suite d'une courte maladie à la clinique internationale chinoise de Kipi. Il était technicien à la radio nationale détachée à la primature. Parents, amis et collaborateurs étaient tous mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Je retiens à Moustapha Kamara un travailleur assidu, ponctuel. Quelle que soit l'heure à laquelle tu arrives à la RTG Boulbiné, tu trouvais Moustapha. Moi, c'est un Sanakou, il est camarade, je suis bas. Il m'arrivait de le taquiner, mais à chaque fois que je le taquinais, on s'en tirait bien. Depuis 1988, on est ensemble. J'avoue que Moustapha a été un homme très sage, humble. Mais quand on s'est retrouvé à la RTG, au niveau du service technique extérieur de la radio, j'avoue que vraiment, c'est un homme qui s'est battu pour la nation guinéenne. C'est un sentiment de tristesse que je ressens. Parce que j'ai perdu un travailleur, un collaborateur qui est allé à la fleur de l'âge. Un des techniciens de la RTG qui travaillait au bureau de presse de la primature, qui est humble. Humble et ne parle juste quand il a besoin de communiquer. Quand il n'a pas besoin de communiquer, il ne parle pas. Il est attelé toujours à son petit travail qu'il est en train de faire, un preneur de son, et il a duré dans ce métier. Aujourd'hui, Dieu nous l'a arraché. Nous ne faisons que dire merci à Dieu et que son âme repose en paix. Ce technicien hors pair a regagné sa dernière demeure ce vendredi 19 décembre 2014 devant une foule nombreuse. Après la prière de 14 heures au cimetière de Cameroun, il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants.
Que l'âme de Moustapha repose en paix. Avant de boucler ce journal, nous allons reprendre la lecture de ces trois communiqués. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement guinéen a appris avec consternation le décès de Agiassira Condé, sœur aînée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, décès survenu ce jour 22 décembre 2014 à Paris des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement adresse ses sincères condoléances au professeur Alpha Condé et à la famille éplorée. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Le porte-parole du gouvernement, M. Albert Damantin Camara, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Autre communiqué par rapport aux obsèques de Agiassira Condé, les familles Camara, Condé, parents, amis et alliés, très touchés par les marques de compassion qu'elles ne cessent de recevoir depuis l'annonce ce jour 22 décembre 2014 du décès de Madame Camara Agiassira Condé, sœur aînée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous informe que la dépouille mortelle de l'illustre disparu regagnera Conakry le mercredi 24 décembre par le vol Air France à 16h40. La prière mortuaire aura lieu le vendredi 26 décembre à la mosquée Kébéa à Koléa à 13h, suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun. Prions pour le repos de l'âme de notre regretté Agiassira Condé. Amen. Et puis, la direction du RPG Arc-en-Ciel a la profonde douleur d'informer l'ensemble des militantes, militants, responsables et sympathisants du parti ainsi que toute la population guinéenne du décès de notre sœur, mère, grand-mère, Madame Camarane Agiassira Condé, sœur de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, décès survenu le 22 décembre 2014 à Paris, France, des suites de maladie. À cette douloureuse circonstance, le parti et ses alliés présentent leurs condoléances les plus profondes à la famille éplorée. Les cérémonies funèbres feront l'objet d'un autre communiqué. Que l'âme de la défunte repose en paix. Le secrétaire général Salom Sissi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Très bonne suite de programme à tous et bonsoir chez vous.